Depuis 2 mois, les marchés boursiers se cherchent une tendance et flirtent avec un crack. La volatilité augmente de pair avec la peur sur les marchés et les valeurs technologiques qui représentent la confiance dans un avenir économique plein de promesses ont déjà craqué pour pas mal d'entre elles. Je pourrais aligner tout un tas de mauvais indicateurs comme la hausse des prix du pétrole, l'inflation, la dette et j'en passe. Pourtant, au-delà des marchés, il faut bien comprendre que la crise, cette fois-ci, pourrait ne pas être financière, mais plutôt fondamentalement systémique. Et bien sûr, si le scénario dont je vais vous parler se réalise, les marchés iront au tapis à n'en point douter, de façon très forte et très brutale. Pour bien le comprendre, intéressons-nous aujourd'hui au cas de l'Union européenne qui se voit confrontée à ses plus grandes faiblesses. Allez, c'est parti. Depuis 20 ans, dans l'Union européenne, des déséquilibres fondamentaux se sont installés à cause de la mise en place de l'euro. Et ces tensions deviennent de plus en plus grandes. Le grand indicateur à regarder sur le long terme, c'est la balance des paiements intra-européenne Target 2. Target 2 est un système de règlement des paiements qui enregistre les mouvements entre les pays de l'Union européenne. Dit de façon très simple, quand un Italien achète une voiture allemande pour 10 000 €, le compte Target 2 de la Banque centrale d'Italie affiche moins 10 000 € et le compte de la Banque centrale allemande affiche plus 10 000 €. Sur ce graphique, vous observez 2 phases. De 2001 à 2008, le système est convergent. Bon an mal an, les euros circulent de façon équilibrée dans l'Union européenne. Un système convergent est stable par nature car toutes ses composantes oscillent autour d'un point d'équilibre. Par contre, à partir de 2008, le système devient divergent. Les comptes Target 2 des pays du Nord explosent à la hausse et par symétrie, ceux du Sud explosent à la baisse. Qu'est-ce que ça signifie? Nous en parlons sur cette chaîne depuis le début de son existence quasiment, puisque je vous en ai parlé pour la première fois en mars 2018 lors de ma première interview avec Charles Gave. Le pronostic de l'époque était sombre et le tableau s'est dégradé depuis. En résumé, l'euro avait pour objectif de forcer la convergence des économies. L'idée simpliste, en fixant les taux de change à 1 pour 1 entre tous les pays de l'Union européenne, était de supprimer la variable d'ajustement monétaire, afin que les Italiens et autres Espagnols soient forcés d'ajuster leur compétitivité face à l'Allemagne, en étant plus économes, plus travailleurs et plus rigoureux. Bref, l'objectif était de transformer des Méditerranéens en saxons. Le problème, c'est qu'il semble bien que le tempérament d'un peuple soit plus retors que la volonté d'une haute administration. En conséquence de quoi, les Italiens sont restés des Italiens et ce sont donc les usines italiennes qui sont parties s'installer en Allemagne en même temps que les Italiens se sont mis à acheter allemand puisque la monnaie italienne ne se dévalue plus face à la monnaie allemande. Ce système a été généreusement entretenu par l'épargne des pays du Nord et notamment du retraité allemand grâce à des personnes comme Mario Draghi qui a déclaré le 26 juillet 2012 qu'il fallait sauver l'euro quoi qu'il en coûte. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. En juillet 2012, nous sommes en pleine crise de l'euro. À l'époque, les taux d'intérêt explosent entre les pays du Sud et les pays du Nord. C'est l'ultime tentative des marchés pour résorber les déséquilibres de la zone de l'Union européenne. Faute de pouvoir ajuster les prix sur le taux de change, les marchés donnent un prix à l'argent plus élevé pour les pays du Sud que pour les pays du Nord. À l'époque, l'Italie et le Portugal voient les taux d'intérêt sur leurs dettes exploser, mais c'est la Grèce qui bat tous les records. Bien que cette correction des marchés soit brutale, comme à chaque fois que le marché corrige, c'était toutefois nécessaire pour que l'on reconnaisse que l'économie des pays du Sud ne vaut pas celle des pays du Nord. Face à ce déni du projet politique de l'Union européenne par les marchés, le directeur de la Banque centrale de l'époque, Mario Draghi, décide de fumer l'épargne des Allemands avec cette phrase du « quoi qu'il en coûte ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Mario Draghi annonce au marché financier qu'il va racheter autant de dettes des pays du Sud que de nécessaire pour faire retomber les taux et empêcher toute explosion de la dette des États. Donc Mario Draghi promet des taux d'intérêt administrés, donc faux, car il ne représente plus la réalité. Mais il promet aussi des taux bas pour toute l'Europe. Le retraité allemand commence alors à voir sa retraite diminuer car les taux d'intérêt allemands tombent en territoire négatif durablement. Difficile dans ce contexte pour les assureurs qui paient les rentes des retraités de rémunérer l'épargne. Bien, quel est le rapport avec la fébrilité des marchés aujourd'hui? Comme vous l'avez vu, la balance Target 2 nous indique que les déséquilibres n'ont jamais été aussi grands et nous venons de comprendre que la cocotte minute de l'euro dans laquelle s'accumule la pression n'avait pas explosé au prix d'une baisse constante des taux d'intérêt quitte à ce qu'ils deviennent négatifs. Mais voilà,
Que se passe-t-il une fois que les taux sont à zéro? Pire que cela, le retour de l'inflation ajoute une pression supplémentaire au système car elle vient dégrader fortement les taux d'intérêt réels. Puisque l'inflation vient détruire la valeur de la monnaie, il faut soustraire l'inflation des taux d'intérêt pour connaître la rémunération réelle de l'épargne. Il en résulte pour l'Allemagne qu'elle subit des taux d'intérêt réels négatifs de moins 5,5% au mois de janvier 2022. C'est catastrophique car pour la peine l'économie allemande pourrait très bien supporter des taux d'intérêt plus élevés, ce qui permettrait d'adoucir l'inflation pour les Allemands. Mais voilà, la doxa de l'euro prévaut, du moins jusqu'à maintenant. Lutter contre les peuples du Sud qui sont pointés du doigt pour être des feignants et des tricheurs est une chose, mais expliquer à l'épargnant allemand qu'il va perdre 5% de son épargne chaque année en est une autre. De plus, à moins 5% réel par an, les assureurs et les banquiers sautent à moyen terme. Bien sûr, on pourra les subventionner encore plus et dans ce cas, l'économie européenne deviendra de plus en plus administrée. À partir de là, que se passe-t-il alors? Il faut s'attendre à énormément d'incertitudes tant le nombre de facteurs qui entrent en jeu est important, car on ne fait pas face à un dérèglement de ceci ou de cela, mais à la grande rencontre de tous les emmerdements que l'on a planqués sous le tapis depuis 20 ans. Sur le plan de la dette, vous avez compris. À ceci s'ajoute une crise énergétique qui joue le rôle d'un plafond de verre pour la croissance économique. C'est pour cela que nous en parlons beaucoup sur la chaîne en ce moment, et avec Didier notamment. Puisque la croissance de la consommation d'énergie est une limite jusqu'à aujourd'hui indépassable pour la croissance économique, la hausse des prix du pétrole nous indique qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'énergie monte? J'entends souvent comme argument que l'énergie représente seulement 5 à 10% du PIB grosse maille. Du coup, bien que ce soit embêtant, c'est peut-être pas si grave. Oui, sauf que voilà, sans énergie, vous arrêtez l'activité de n'importe quelle entreprise. À partir de là, le marché va sélectionner les activités qui meurent de celles qui vivent en fonction de leur capacité à payer de l'énergie chère. Pour les entreprises comme la mienne, si le kilowattheure passe de 15 centimes à 30 centimes, je le sentirai à peine passer, car ma consommation d'énergie, et celle de mes collaborateurs, est très faible au regard de notre activité, qui consiste à réfléchir devant un ordinateur ou au pire des cas à bouger une souris en tapant sur un clavier. Je ne suis donc pas inquiet a priori. Par contre, si je regarde ce qu'il va arriver au secteur dit électro-intensif, ce n'est pas la même musique. Leur marge souvent contrainte dépend fortement du prix de l'électricité. Dans ces secteurs, on retrouve l'industrie du papier-carton, la chimie, la sidérurgie. Bref, ce qui est électro-intensif est stratégique car ce sont les acteurs qui sont à la base de toute l'économie en termes de transformation des matières premières. Donc, une baisse des matières premières transformées nous amène à une récession. Ce n'est qu'au moment où suffisamment d'industries se sont éteintes que la pression sur l'énergie diminue et que l'on peut recommencer à rallumer les fourneaux et irriguer l'économie à hauteur du nouveau plafond de verre énergétique du moment qui est lui-même fonction des investissements qui sont réalisés dans les secteurs de l'énergie. Et là se pose un autre problème, la désindustrialisation volontaire et forcée des secteurs de l'énergie en Occident à cause du dogmatisme sur les énergies renouvelables. Tout cela nous amène à un dilemme pour les banques centrales. Premier scénario, remonter les taux pour desserrer la contrainte sur l'Allemagne. Le problème, c'est que ce n'est pas possible car au-delà de 2%, le système obligataire de financement des États européens et américains explose en vol. Pour bien le comprendre, dites-vous que lorsque vous montez les taux de 2%, et que vous êtes endetté à 125%, alors le coût de votre endettement sur le PIB est égal à 2,5% de votre PIB. Donc si vous êtes les USA et que vous montez les taux de 2%, alors vous vous retrouvez à devoir payer 700 milliards de dollars en plus de votre déficit habituel. Pour rappel, le déficit des USA c'est grosso modo 1000 milliards de dollars par an avant la crise des mesures anti-Covid et plutôt dans les 3000 milliards en 2020 et 2021. Donc ajouter 700 milliards, ça fait tout de même beaucoup. En cas de remontée des taux d'intérêt, il faut aussi prévoir une dévaluation du dollar et de l'euro, bien qu'elle soit déjà en cours. Effectivement, depuis 10 ans, c'est la monnaie chinoise qui conserve le mieux la valeur d'une somme fixe. Ce n'est pas un calcul si simple qu'il n'y paraît, car regarder seulement l'évolution du taux de change n'est pas suffisant. Pour comparer la conservation du pouvoir d'achat d'une monnaie, il faut décider de quel point de vue on regarde, c'est-à-dire de quel pays et quelle monnaie on prend pour référence. Ensuite, afin de prendre en compte le taux réel de l'inflation, il faut mettre son cash dans ce que l'on appelle des taux sans risque d'une monnaie. Habituellement, vous pouvez prendre les taux obligataires de court terme, puisque c'est la banque centrale qui gère la monnaie d'un pays qui est garante de ses obligations de court terme.
Donc si ces obligations s'écroulent, c'est que la garantie offerte par la banque centrale n'est plus jugée suffisante par les marchés. C'est donc bien la monnaie qui s'effondre dans ce cas-là. Donc en dehors du risque absolu d'une faillite de la banque centrale, eh bien on peut considérer que c'est un taux sans risque sur la monnaie. Enfin, comme elles sont de court terme, vous ne subissez pas de décote sur les anticipations inflationnistes. Vous subissez seulement les pertes dues à l'inflation constatée. Ce graphique est construit comme suit. Vous mettez 100 $ dans chacune des obligations de court terme de ces deux pays, Chine et Allemagne. Ensuite, chaque année, vous regardez ce que cela fait si vous vendez toutes vos obligations de chacun de ces pays et vous les convertissez en dollars ou en euros. Et bien là, le constat est sans appel. Les USA prennent une raclée par la monnaie chinoise. L'accélération fulgurante de la surperformance de la monnaie chinoise issue de la crise des mesures anti-Covid n'est donc qu'un prolongement de la baisse du dollar et de l'euro qui a commencé il y a bien longtemps. Le problème avec la chute du dollar et de l'euro, c'est que ce sont deux mastodontes qui représentent la grande majorité des échanges monétaires mondiaux. Du coup, comme elles chutent ensemble, on a du mal à le voir clairement. Et pourtant, elles chutent. Une autre façon de le voir, c'est de regarder le pouvoir d'achat en or de ces monnaies. C'est pas fameux non plus. Mais alors, que vont devenir les marchés ? Eh bien, tout dépend du niveau de triche que les banques centrales et nos dirigeants vont appliquer sur les prix. Ce qui est sûr, c'est que les volumes d'énergie productible plafonnent la croissance et que le culte des énergies éoliennes et solaires nous emmène droit vers une récession dure en Europe et aux États-Unis. À partir de là, soit c'est le PIB qui diminue, soit c'est le prix de la monnaie qui baisse, car on aura financé la baisse du PIB par une émission monétaire factice. Dans les deux cas, la position des USA va s'affaiblir. Quant à l'Union européenne, ce sont les réactions du côté de l'Allemagne qu'il faut surveiller. Jusqu'à quand les Allemands vont-ils accepter de voir la valeur de leur monnaie détruite peu à peu ? Les souvenirs de l'hyperinflation de la République de Weimar sont durement ancrés dans l'esprit du peuple et des dirigeants allemands. Une destruction en règle de la valeur de l'euro pourrait ne pas les amuser trop longtemps non plus. En même temps, les Allemands savent que s'ils quittent l'euro ou s'ils torpillent l'euro d'une façon ou d'une autre, le nouveau Deutschmark bondirait comme un diable hors de sa boîte face aux autres monnaies de l'Union européenne. Le problème, c'est que ces autres pays de l'Union européenne sont aussi les clients de l'Allemagne et sa source de financement. C'est bien grâce à la destruction de la valeur de l'euro que les pays du sud de l'Europe peuvent s'offrir des produits fabriqués en Allemagne. Et là, la fin de l'euro devient le problème des Allemands. Regardez, si jamais l'euro venait à disparaître ou alors à se réarticuler en euro du Nord et en euro du Sud, ce qui revient à peu près au même, les excédents budgétaires allemands disparaîtraient. À cause du rééquilibrage des taux de change, les pays du Sud ne pourraient plus acheter allemand. Cela conduirait à une baisse du niveau de vie sévère et violente dans les pays du Sud, le temps qu'ils reforment leur industrie. Mais du côté de l'Allemagne, ce serait plus embêtant, car l'Allemagne se retrouverait avec un outil industriel flambant neuf pour lequel elle s'est endettée à long terme pour le financer, avec des clients qui ont disparu. Il est fort possible que l'Allemagne, au bout de quelques années, se retrouve dans des difficultés financières effroyables. Et ça, les dirigeants allemands le savent. Enfin, pire que cela, l'Allemagne ne peut pas se permettre de voir sa capacité d'investissement disparaître car son outil de production d'énergie est dévasté par les investissements massifs qu'elle a réalisés dans les énergies du vent et du soleil. L'Allemagne de 2025 ou de 2030 se retrouverait donc sans énergie et sans débouchés pour son industrie tout en conservant le fardeau du financement de ces deux secteurs. Du point de vue de l'Allemagne, l'euro l'emmène donc à sa perte. Mais saboter l'euro provoquera également sa perte tant les déséquilibres qui ont été créés en 20 ans sont forts. Entre la peste et le choléra, il se pourrait bien que l'Allemagne hérite des deux, faute d'avoir choisi. La situation de la France, qui est le pays leader de l'Europe du Sud, si on peut dire, serait plus enviable à cet égard, car il lui reste des bribes de secteurs nucléaires sur lesquels elle pourrait refaire fleurir une industrie complète. Et côté usine, comme la France s'est fortement désindustrialisée et que les usines restantes sont surtout de vieux équipements à changer, elle pourrait, si elle se remettait au boulot, repartir sur une réindustrialisation moderne du pays. Et oui, il est plus difficile de faire une transition industrielle en Allemagne car il porte le poids des choix industriels de ces 10 dernières années. À tout prendre, il semblerait bien que la cigale soit en meilleure posture que la fourmi lorsque l'hiver arrivera. Bien qu'elles auront toutes les deux très froid au départ. En tout état de cause, concernant les marchés, s'ils continuent de monter jusqu'à ce que l'on entende les premières notes du couplet de fin de la musique, je doute qu'il y ait un réajustement doux et paisible étalé dans le temps. Le principe des marchés, c'est de s'ajuster à la marge. C'est la richesse créée par la dernière unité produite qui détermine toute la valeur. Tant que l'argent coule à flot, les marchés répondent présents. Par contre, dès lors qu'un avenir funeste commencera à prendre forme,
alors les investisseurs fuiront comme un seul homme. Comme le dit le dicton, les marchés montent en prenant les escaliers et descendent avec l'ascenseur. C'est pour cela que dans la lettre que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous proposons ce mois-ci de réorganiser tous les actifs que nous avons déjà étudiés sous la forme de 3 portefeuilles qui seront déclinés selon 3 profils bien différents: le rentier, le modéré et le spéculateur. Le principe est le suivant: en fonction de votre horizon d'investissement, de votre âge et de votre sensibilité au risque, vous n'utiliserez pas tous les investissements que nous avons étudiés durant les 4 ans d'existence de cette lettre. De même, vous n'utiliserez pas nos indicateurs de la même façon avec les mêmes seuils de déclenchement d'alerte. Le spéculateur sera très intéressé par la crypto et une grande rapidité d'entrée et de sortie sur les marchés pour faire des coups, tandis que le rentier sera plus intéressé par de l'immobilier, de l'or, du cash bien géré et des actions de long terme. Entre les deux, le modéré essaiera de se positionner de façon plus opportuniste en recherchant tout de même un équilibre de long terme. Bref, ce mois-ci, nous mettons en pratique 3 portefeuilles dont on pourra suivre les performances mois après mois. Nous avons de belles performances sur un grand nombre d'actifs que nous avons étudiés. Maintenant, il s'agit de vous accompagner plus en avant dans leur mise en œuvre et d'opérationnaliser les concepts que nous étudions avec Didier Darcet. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Je suis bien embêté pour vous dire ce qu'il va advenir dans les jours et les semaines qui viennent, mais ce que je sais, c'est qu'en fonction des actifs sur lesquels nous pouvons nous positionner, l'analyse du risque est très différente. On reviendra sur ces points dans la lettre de ce mois, mais il y a beaucoup d'opportunités à saisir. On le voit avec les prix de l'or et les prix de tous les actifs qui ont une espérance de gain positive à l'avenir. Il y a des solutions et les opportunités en cas de correction sévère des marchés vont être d'autant plus grandes. Le principal dans ce genre de marché, c'est de préserver son patrimoine pour être capable de rebondir. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.